Bonjour tout le monde. Alors donc pour cette probabilité que x soit plus petit ou égal à 9, donc là on a une loi binomiale de paramètres 10 et 0,8. Alors je vous rappelle que dans ces cas-là, quand on veut que x soit plus petit que 9, on ne s'amuse pas à additionner la probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que x soit égal à 2, etc. jusqu'à 9. Ce serait beaucoup trop long. Ce qu'on fait, c'est que on regarde ce qui manque dans x plus petit ou égal à 9. Le truc qui manque, c'est x égale à 10. Donc on sait que la probabilité que x soit égal à 9, ce sera 1 moins la probabilité qui manque, donc probabilité de x égale à 10. Et finalement, on n'a plus qu'une valeur à calculer. Pour la calculer, cette valeur, on applique la formule pour la loi binomiale. Donc probabilité de x égale à 10, donc c'est 10 parmi 10. Ensuite, on veut 10 succès, donc on met 0,8 à la puissance 10, et ensuite 0,2, donc notre probabilité d'échec, à la puissance 0, puisque finalement on veut 0 succès. Je vous rappelle que 10 parmi 10, ça fait 1, comme tous les n parmi n, donc j'ai pas besoin de le mettre. Donc il reste plus que 0,8 puissance 10 fois 0,2 puissance 0, mais ça fait 1 aussi, donc on n'a pas besoin de le mettre non plus. Donc ça nous fait 1 moins 0,8 puissance 10, donc environ 0,89 pour le résultat. Donc une forte probabilité que le x soit plus petit que 9. Alors on reprend nos histoires de melons. Donc on en était dans la construction de notre histogramme là. Alors par contre j'ai fait plusieurs petites erreurs la dernière fois. Je crois que c'est Ursula qui me l'a dit un moment sur le chat, mais j'avais pas compris. Je me suis trompé hein, pour l'axe des ordonnées là. On nous disait de graduer avec une graduation de 0,5 par carreau en ordonnée, et moi j'ai fait 0,05. Donc vous rectifiez. Hop là. Même 0,5. 1, 1,5. Là on a le 2, le 3 et le 4. Et donc il y a une deuxième chose sur laquelle je m'étais trompé. Là il me manquait je crois un truc dans le par ici, parce que donc l'aire d'un carreau finalement, si on a 0,05 en largeur et 0,5 en hauteur, ça nous fait une aire de 0,025 sur chaque carreau. Alors je sais plus ce que j'avais mis, mais j'avais pas mis ça. Donc à rectifier. Donc si vous l'avez imprimé, la version en ligne, normalement j'ai fait la modification, mais si vous l'aviez imprimé avant, évidemment, vous n'avez pas ce qu'il faut. Donc là c'est 0,025 qu'il faut mettre pour que ça marche. Alors, on avait donc besoin de la hauteur du rectangle ici pour notre première classe. Donc la première classe c'était pour les melons avec un poids compris entre 0,7 et 0,85. Pour ces melons, on avait vu que en tout ça nous faisait une fréquence de 0,06 puisqu'on a 2% ici et 4% ici, et là on n'a rien. Donc 6% en tout. Et donc il nous faut la bonne hauteur de rectangle ici pour avoir en tout une aire de 0,06, sachant qu'un carreau aura une aire de 0,025. Donc il va falloir trouver la hauteur à utiliser là pour avoir une aire de 0,06 en tout dans le rectangle. Alors, comme c'est un rectangle, son aire, on sait qu'elle est donnée par la formule
0,06. On sait qu'il faut que ce soit égal à la largeur fois la hauteur. Donc finalement, 0,06, bah, c'est notre hauteur fois la largeur, qui est ici de 0,15. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre à la place du h pour que ça marche? Alors, que vaut le h pour que... Ok, très bien, merci Sabrina. H égale 0,4, ça marche. En espérant que tout le monde ait trouvé ça. Hein, donc on fait 0,06 divisé par 0,15. Ça nous donne donc une hauteur de 0,4. Donc bah là, il ne suffit plus que de la faire. Hein. Donc notre rectangle, une hauteur de 0,4. Évidemment. Bah, tant pis, moi je dépasserai un peu. Mais c'est pas grave. Donc avec une largeur de 0,15. Donc voilà notre premier rectangle. Alors il nous en reste 3 à faire là. Est-ce que vous pouvez me donner la hauteur à donner pour le deuxième rectangle, sachant que c'est toujours des classes de 0,15, donc ce sera ici pour les melons qui ont un poids compris entre 0,85 et 1. Donc juste pour préciser, ici finalement on a une R de 0, enfin si on calculait l'air du rectangle, ça nous donne 0,06, donc ça correspond bien à nos 6% de melons qui ont une aire un poids entre 0,7 et 0,85. Alors donc si on regarde le tableau, entre 0,85 et 1, donc on a 9% ici, 15 ici, 19 ici, donc il faut additionner tout ça pour connaître l'aire dont on aura besoin pour notre rectangle, et une fois qu'on connaîtra cette aire, on n'aura plus qu'à déterminer la hauteur. Alors Jamil, est-ce que tu as bien compris pour le premier rectangle là? Est-ce que tu as compris comment on l'a fait ce premier rectangle? Là, avec la graduation du graphique, ah oui, donc là c'est le poids, et donc bon, c'est la, bon, c'est les fréquences là, on leur donnait. Donc, on veut des classes de 0,15 de largeur. Pour que ce soit assez rapide à faire, finalement on n'a plus que 4 rectangles à faire ici. Donc il nous faut
à chaque fois, enfin pour celui-ci en tout cas, on savait que la classe des melons de 0,7 à 0,85, quand on additionne ici, on voit qu'il faut qu'il y en ait 6% à l'intérieur. Donc comme on en veut 6%, ça veut dire que le rectangle qu'on fait ici, il faut qu'il ait une aire de 6%. Il faut qu'il ait une aire de 0,06. Sachant qu'avec la graduation du graphique, un carreau là, ça fait une aire de 0,025. Ok. Et donc, en reprenant cette formule-là, donc hauteur fois largeur là pour les dimensions du rectangle, comme au final on veut une aire de 0,06, ben on détermine par le calcul qu'on a besoin d'une hauteur de 0,4 pour que ça marche. Donc la même chose, alors il nous faut une aire de combien là? Pour les melons entre 0,85 et 1, donc ça c'est la nouvelle classe de taille 0,15. On a quel pourcentage de melons à l'intérieur de cette classe-là? De 0,85 à 1. Le 0,1. 0,4 plutôt, Jamie? Ah, 0,15. Le 0,15, c'est la... Tu vois ton rectangle là? Bah, le rectangle, il a une hauteur et il a une largeur. Bah, sa largeur, c'est 0,15 ici. Alors le 0,15, c'était imposé par la consigne. Je vous demandais ici de faire des classes de taille 0,15. C'est juste la précision finalement de l'histogramme. Donc il nous dit que là, donc il nous faut la classe de 0,7 à 0,85. Après la classe suivante, bah, c'est toujours une classe de 0,15, donc de 0,85 à 1. Ensuite on aura la classe de 1 jusqu'à 1,15. Et après on aura la classe de 1,15 jusqu'à 1,3. Donc oui, très bien ça va là. Donc si on additionne nos fréquences ici, ça nous fait 0,43. Donc il nous faut un rectangle qui a une aire de 0,43, sachant que c'est une certaine hauteur fois toujours notre largeur qui est de 0,15. Donc qu'est-ce qu'on doit prendre comme h pour que ça marche? Voilà, environ 2,86, enfin 2,87 plutôt quand on arrondit, attention. Voilà, environ 2,9, hein, enfin on peut se dire que c'est 2,9, je vais mettre environ quand même. Hop. Puisque de toute façon on n'arrivera pas à faire une précision de 2,86 sur le graphique. Mais donc on fait notre rectangle avec une hauteur de 2,9. À peu près. Bon, c'est vraiment pas pratique pour faire des traits droits, mais j'espère que chez vous, avec une règle, je pense que vous vous en sortez. Donc voilà notre deuxième rectangle. Donc maintenant il nous faut la classe entre 1 et 1,15. Alors quelle hauteur est-ce qu'on va prendre pour le rectangle qui correspond à cette classe-là? Donc là la classe de 1 jusqu'à 1,15. Bon, si on regarde les valeurs, hein, vous avez 0,19, 0,15, 0,09. Donc en fait c'est symétrique par rapport à ce que vous... Enfin votre tableau est symétrique par rapport à 1 là. Donc si on additionne, on va retrouver encore une fois 0,43. Et donc pour avoir un pourcentage de 0,43, on a vu que on avait besoin d'une hauteur de 2,9. Donc ça va être le cas encore une fois. Donc en fait on refait
le même rectangle. Hop. Et maintenant pour la dernière classe, donc entre 1,15 et 1,3, si vous regardez votre tableau, donc vous avez 0,04, 0,02 et 0, donc ça vous fait la même hauteur que le premier rectangle qu'on avait fait, donc une hauteur de 0,4 encore une fois. Donc pas besoin de s'embêter à faire des calculs. Bon, il est un peu trop bas, mais tant pis. Hop. Donc voilà ce qu'on obtient comme histogramme pour des classes de taille 0,15. Alors vous voyez que c'est quand même très grossier comme histogramme. On se rend bien compte qu'on a la plupart des melons qui ont un poids entre 0,95 et 1,15, mais c'est quand même un peu trop grossier ici. Donc on va améliorer la précision. Donc il va falloir refaire la même chose. Donc question 2, en utilisant alors, la même échelle, donc ce sera les mêmes axes, dresser l'histogramme des fréquences données dans le tableau avec des classes de taille 0,05. Donc cette fois-ci, on ne prend pas des classes de taille 0,15, mais on prend des classes de taille 0,05. Donc la première classe de taille 0,5, là il suffit de regarder directement dans le tableau. Bon, vous avez une première classe là de 0,7 à 0,75 qui a une fréquence de 0, donc on peut en déduire qu'il faut un rectangle de hauteur 0, donc on a juste à faire une ligne à ce niveau là. Bon, on pourrait même ne rien mettre, ce serait bon aussi, et donc on n'a rien ici. Ensuite, pour la classe suivante, de 0,75 à 0,8, il nous faut 2%. Alors, quelle hauteur est-ce que je dois prendre pour mon rectangle là, pour avoir une aire de 2%? Donc là, encore une fois, notre rectangle, pour qu'il ait une aire de 0,02, donc il faut qu'on fasse la hauteur fois la largeur qui vaut ici 0,05. Donc ça nous donne quoi comme valeur pour h? Voilà, 0,4. Toujours en faisant la division. Donc, notre deuxième rectangle, il est comme ça. Bon, je vous laisse continuer les autres. Enfin, je les fais en même temps que vous. Donc, le suivant, c'est 0,04 pour la fréquence. Donc, si on fait le calcul, ça va nous donner 0,04 divisé par 0,05, ce qui fera... attendez, 0,04. Ce qui fera 0,8, puisque c'est le double. Ensuite, 0,09. Si on a compris le principe, on voit que ça va faire 1,8. Vous m'arrêtez s'il faut que j'explique pourquoi c'est ça. Bon, moi je m'embête plus à faire à la règle, ça me prend trop de temps. Tant pis.
Bon, pour 0,15, donc si on divise par 0,05, ça va nous faire 3. Ensuite, il reste plus que 0,19. Donc ça va nous faire 3,8 de hauteur. Et en fait, notre tableau est symétrique. Donc pour le reste, bah, il suffit de faire la même chose, mais en descendant. Donc là, ce sera 3,8. Donc 0 pour la dernière. Hop. Ben oui, moi Jamil, moi j'aurais pas trop le choix de toute façon. Donc oui, a priori, moi je retourne au lycée, hein. Enfin, j'attends les informations qu'on nous donnera, mais normalement oui. Bon, c'est bon pour votre histogramme. Bon, le mien est vraiment pas très joli, mais ça nous suffira pour répondre aux questions ensuite. Alors, mince, ils sont pas là. Alors, quelle est la fréquence correspondant à un poids inférieur à 0,85 kg et assurer la zone correspondante sur les histogrammes? Donc on a dit un poids inférieur à 0,85 kg, c'était quoi la fréquence? D'après le tableau.
Alors c'est quoi la fréquence de melon qui a un poids inférieur à 0,85? « 0,33. Alors moi je vois poids inférieur à 0,85. A priori c'est les trois premières cases là. Donc la fréquence, c'est 0 plus 0,02 plus 0,04. Donc c'est 0,06 a priori, non? Bon, je sais pas où tu trouves tes valeurs. Ursula. Voilà, 0,06. Et donc, assurer la zone correspondante sur les histogrammes. Bah, sur cet histogramme là, donc les melons qui ont un point inférieur à 0,85, c'est entre 0,7 et 0,85. Donc ça correspond à l'aire de tout ça. Enfin, c'est si on additionne l'aire des trois rectangles là. Bon, sachant qu'on en a un qui a une aire de 0. Et sur le premier histogramme qu'on a fait, donc ça correspondrait à l'aire de tout le premier rectangle. Alors on note x, la variable aléatoire donnant le poids d'un melon pris au hasard. Déterminer graphiquement la probabilité que x soit strictement plus petit que 0,9. Je vais juste mettre là les... Donc pour avoir x plus petit que 0,9, donc il faut entre 0,7 et 0,9. Donc finalement, si j'assurais, je sais pas si j'ai pas d'autres couleurs. J'ai l'impression que j'ai le choix dans les couleurs. Merci. Donc on veut x, enfin donc on veut le poids des melons plus petit que 0,9. Donc on regarde tous les rectangles qui nous donnent un poids plus petit que 0,9. Donc il nous faut celui-ci et tous les précédents là. Alors ça nous fait quoi comme fréquence? Vous pouvez regarder le tableau aussi si besoin. Donc on additionne les 4 premières colonnes finalement, ça nous donne combien? Voilà, 0,15, ok. Donc on fait la même chose pour les deux autres probabilités. Donc P de x plus grand ou égal à 1,05 et P de x appartenant à 0,8, 1,15. Donc donnez-moi les valeurs. Donc x plus grand que 0,5. Donc il nous faut tous les rectangles qui sont là. Donc ça va nous donner quoi là comme
comme fréquence. Ok, très bien, 0,3. Et donc pour un poids entre 0,8 et 1,15, entre 0,8 et il faut qu'on aille jusqu'à 1,15, on prend quasiment tout. Bon, c'est pas très grave si vous n'avez pas achevé rien. Donc tout ça, de 0,8 jusqu'à 1,15, ça fait combien en tout en additionnant? Ok. Alors j'ai pas fait le calcul, mais bon. Si les autres trouvent la même chose, on va faire confiance. Alors, si on fait la somme des aires des rectangles pour chacun des deux histogrammes, a priori, on est censé tomber sur combien? Alors, ne la faites pas, hein, parce que de toute façon, on ne tombe pas sur ce qu'il faut si on prend le tableau. Mais si on fait la somme de toutes les fréquences, là, normalement, on est censé tomber sur combien? C'est quoi le total de toutes les fréquences? Voilà. Normalement, ça fait 1 si on additionne tout. Donc la somme des aires vaut 1. Bon, sauf que j'ai mis des valeurs qui... Enfin, il y en a certaines qui sont approchées, donc au final, on se retrouve avec 0,98, je crois, dans ce tableau. Il faudrait que j'en modifie une ou deux pour que ça fasse bien 1 comme il faut, mais c'est pas grave. Enfin, retenez que dans ce genre d'histogramme, donc la somme des aires vaut 1. Alors, si on fait une enquête de plus en plus précise, donc on réduit l'amplitude de chaque classe, et donc ça permet d'augmenter le nombre de rectangles. Alors, on va pas le faire puisque de toute façon, on n'a pas les valeurs pour des classes plus petites, mais enfin, je vais le faire à l'ordinateur pour que ça vous donne une idée de ce que ça permet d'obtenir. Évidemment, c'est pas ça. Voilà. Alors, ça, c'est pour des classes de taille 0,15. Donc, on retrouve l'histogramme, le premier histogramme qu'on a fait. Alors, si je réduis la taille des classes, forcément, ça fait augmenter le nombre de rectangles. Donc, là, on a obtenu quelque chose qui ressemblait à ça. Mais donc, si je réduis encore plus mes classes, ça me fait augmenter le nombre de rectangles. Et on voit qu'il se passe quelque chose. C'est que plus les rectangles sont petits, enfin plus on réduit les classes, plus on a un lissage comme ça de l'escalier qui est formé par nos rectangles. Et voilà, finalement, ce qu'on voit apparaître, c'est une courbe. Hop. Donc si j'enlève mes rectangles là, finalement, comment ça s'appelle, nos melons là, notre récolte, voilà, je cherchais le mot, notre récolte de melons, la répartition des melons, on peut la résumer par cette courbe, en imaginant qu'il y a plein de petits rectangles dessous, mais qui ont en fait une largeur vraiment très très fine,
Donc forcément, si on prend une largeur très très fine, il y a un moment où on n'y voit plus rien. Donc la courbe suffit. Et donc elle va permettre de lire les probabilités dont on a besoin. Alors là, je vous donne, je vous montre la formule de cette fonction. Bon, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Là, on a exponentielle de moins x moins 1 au carré sur 0,1 au carré fois 2 divisé par 0,1 fois racine de 2pi. Donc, bon, je vous, on n'étudiera pas trop ce type de fonction, mais ça ressemble à ça pour avoir comme ça une cloche. On a une répartition ici en cloche. Donc c'est ce que je vous mettais dans la question 6. On voit alors apparaître une courbe en cloche. Hop. Donc, que vous avez sur votre feuille. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour lire sur le graphique la probabilité que x soit compris entre 0,85 et 0,95? Donc si je veux un poids entre 0,85 et 0,95, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour lire cette proportion? Une différence, bon, c'est pas trop ce que j'attendais comme réponse. Là, si on imagine en fait qu'il y a plein de petits rectangles, et il va falloir faire la somme de toutes les aires de tous les rectangles. Donc finalement, voilà, c'est une aire dont on a besoin, et cette aire, c'est l'aire qu'il y a sous la courbe, sous notre courbe là de la cloche là. Donc entre 0,85 et 0,95. Donc finalement, on a besoin de l'aire de toute cette zone. Alors ça ressemble à quoi là, cette forme géométrique? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour la calculer, cette aire? Voilà, ça ressemble énormément à un trapèze, hein, même si là ça reste une courbe, mais c'est quand même très rectiligne a priori. Donc on va pouvoir la calculer avec la formule, enfin l'approcher en tout cas, avec la formule de l'aire d'un trapèze. Donc P de x appartenant à 0,85, 0,95. Bon, je vous rappelle la formule. Donc c'est petite base plus grande base fois la hauteur divisé par 2. La hauteur étant ce qui sépare les deux côtés parallèles. Alors là, les deux côtés parallèles, c'est celui-ci et celui-ci. Donc on a une hauteur ici de 0,1. Alors la petite base, bon, si on lit approximativement, on va dire que c'est 1,3. Donc 1,3 plus la grande base 3,5 a priori. Donc fois la hauteur de 0,1 divisé par 2. Je sais pas comment ça fait. 0,24. Ouais. Ok. Alors comme c'est l'aire sous la courbe ici, ça représente finalement l'intégrale de la fonction que je vous ai montré tout à l'heure.
Sauf que le problème, c'est que vous n'allez pas avoir de primitive pour la fonction que je vous ai montré là, cette fonction-là. C'est beaucoup trop dur de calculer l'intégrale de ça. C'est pas de votre niveau. Donc, on fera ça avec la calculatrice. Donc, ce sera dans la question 9. Mais avant, question 7. Que vaut l'air total sous la courbe? A priori, si je faisais l'intégrale de ma fonction entre 0,6 et 1,35 là, a priori je trouverais combien comme résultat? Voilà. Encore une fois, on aura une aire totale égale à 1. Peu importe le nombre de rectangles qu'on imagine dessous, la somme de tout ça, ça devrait faire 1. Alors, enfin, là, j'appuie sur le fait que, comme on a quelque chose en cloche, là, notre fonction, elle est très très proche de 0, et en fait, on peut considérer que, donc elle va rester plate là, finalement, jusqu'à plus l'infini, et là, elle va rester plate jusqu'à moins l'infini, hein. Donc, on peut considérer qu'il n'y a rien dessous. Enfin, il n'y a quasiment rien. Il y a quelque chose, mais c'est vraiment infime. Donc, l'essentiel de l'air sous la courbe, ça se trouve a priori ici. Alors, que vaut la probabilité que x soit plus grand ou égal à 1,1? Est-ce que vous pouvez me donner une valeur approchée de ça? Donc là, il nous faut l'air qu'on aura après le 1,1. Donc l'air de tout ça. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour l'obtenir? Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Soit on se dit qu'on a par exemple un trapèze ici avec un triangle après. Ça peut être un petit peu long. Sinon on peut se dire que c'est 1 moins tout ce qu'on a avant, qui est peut-être un petit peu plus facile à calculer. On va le faire avec ce qu'il y a avant. Si on le fait avec tout ce qu'il y a avant et qu'on fait 1 moins finalement toute cette aire là, est-ce que vous pouvez me dire ce que vaut l'air sous la courbe qu'on a avant le 1? Toute cette aire là, ça vaut combien? Tout ce qu'il y a là. Voilà. Donc c'est surtout ce que je voulais qu'on voit dans cette question-là. Tout ce qu'il y a ici, c'est la moitié. Donc ça vaut 0,5. Donc on pourrait calculer que l'aire de ça, c'est 0,5 plus l'aire du trapèze qu'il y a ici. Et finalement, on ferait 1 moins ce truc-là, et on aurait la probabilité d'être plus grand que 1,1. Donc pour calculer, donc la probabilité que x soit plus grand que 1,1, c'est 1 moins la probabilité que x soit plus petit que 1,1. Et la probabilité que x soit plus petit que 1,1, on peut le décomposer comme étant donc la probabilité que x soit plus petit que 1 plus la probabilité que x soit compris entre 1 et 1,1.
Donc, on pourrait faire 1 moins donc, P de x plus petit que 1 plus la probabilité que x soit compris entre 1 et 1,1. Et comme on sait que la probabilité que x soit plus petit que 1, c'est 0,5, finalement, on aurait uniquement à calculer la probabilité que x soit compris entre 1 et 1,1. Donc il ne nous resterait plus qu'à calculer l'aire qu'on a ici. Et cette aire-là, on pourrait l'approximer par un trapèze, même si là, c'est quand même pas très rectiligne. Donc on va pas le faire, mais je veux juste que vous ayez compris le principe de ça. On peut faire des opérations, en fait, sachant que l'aire totale, ça fait 1. Pour passer d'une partie à l'autre, on peut faire la soustraction avec 1. Et on sait aussi que au niveau du sommet de la cloche, là, ça coupe à la moitié. Donc on a une probabilité de 0,5 avant et une probabilité de 0,5 après. Mais donc on va directement passer à la question 9. Alors, entrer dans une calculatrice. Alors, norme CD 0,85, 0,95, 0,11 sur une Casio ou normal FREP 0,85, 0,95, 1,01 sur une TI. Alors, le menu pour les Casio, c'est dans options. Non, c'est pas là. Attendez que je retrouve. Enfin, c'est dans votre cours, de toute façon. Pour les Casio, donc il faut faire option, ensuite calque, donc F4, non, c'est pas ça, c'était stat plutôt, donc F5, ensuite vous allez dans F3, donc dist c'est pour distribution, et ensuite vous avez norme pour F1. Et là-dedans, vous avez NPD, NCD et 1N et vous prenez F2, donc NCD. Donc là, vous avez norme CD et vous n'avez plus qu'à mettre les chiffres après. Sur les TI, il faut aller dans distrib. Vous avez écrit distrib là au-dessus de la touche var. Donc il faut faire seconde var pour aller dans distrib. Et là, vous avez alors soit le numéro, alors ça doit être le numéro 2 a priori. Dans la liste, vous avez normal FREP. Alors, est-ce que tout le monde trouve ce menu? Bon, je vous affiche la partie du cours où il y a ça. Si vous n'avez pas suivi en même temps. Donc avec une Casio ou avec une TI. Donc Casio, options, stat, dist, norme, NCD. Bon, vous avez aussi dans le menu stat de la calculatrice, vous avez aussi dans dist, norme, NCD, vous avez un truc qui permet de le calculer aussi. Et sur les TI, donc dans le menu distrib, les virgules, tu as une touche virgule au-dessus de del sur les Casio. Et sur les TI, la virgule, elle est au-dessus du 7. Ouais, c'est ça, à côté des parenthèses. Donc faites attention pour les nombres, pour faire 0,85, il faut utiliser le point. Et entre les nombres, vous mettez une virgule. Donc ça, c'est parce que la calculatrice, elle est codée par des anglophones. Donc eux, ils utilisent le point pour la virgule. Et puis la virgule, finalement, c'est notre point virgule à nous. Mais donc sur la calculatrice, il faut faire attention à ça. Donc, norme CD 0,85, 0,95, 0,11. Voilà, 0,24 environ. Hein. Et donc, effectivement,
on retrouve ce qu'on avait calculé dans la question 6. Bon, vous me dites si vous n'avez pas réussi à retrouver ce résultat, donc 0,24, 17, etc. Alors, identifier les différents paramètres. Donc là, quand on écrit norme CD, je vais juste le faire dans un sens. Donc 0,85, on a 0,95 et on a 0,1 et 1. Alors faites attention parce que entre TI et Casio, il ne faut pas mettre dans le même ordre. Sur les Casio, c'est 0,1,1 et sur les TI, c'est 1,0,1. Donc attention. Mais donc, ce 0,85 et le 0,95, je pense que vous vous en doutez, c'est les bornes de l'intervalle dont on a besoin de calculer la probabilité. Là, si on veut la probabilité que x soit entre 0,85 et 0,95, on met 0,85, 0,95 dans les parenthèses. Donc ça, c'est les bornes de l'intervalle. Alors ensuite, vous avez le 0,1 et le 1. Ça en fait, c'est les paramètres de la loi de probabilité qu'on a pour cette cloche-là. On aurait pu mettre autre chose. En fait, le 1, c'est la moyenne. C'est la valeur du milieu finalement. Donc c'est la moyenne. Alors S note mu ici. Donc un U avec une longue patte au début. Et le 0,1, c'est l'écart type. L'écart type, normalement, vous avez dû le voir déjà quand vous avez calculé les paramètres d'une série statistique. Donc sigma pour l'écart type. Et cet écart type, il va faire en sorte que la cloche elle est serrée ou pas. Quand vous calculez l'écart type, c'est un indicateur de la dispersion. Donc ça va vous dire si vos valeurs sont dispersées ou pas, donc si elles sont écartées les unes des autres, ou alors si elles sont plutôt serrées les unes des autres. Donc quand vous avez un écart type grand, vous allez avoir une cloche très étalée. Par contre, quand vous avez un écart type petit, vous allez avoir une cloche qui est toute serrée sur elle-même. Voilà pour l'idée. C'est très moche ici, on n'a jamais un truc comme ça, mais c'est juste pour vous donner l'idée. Et ici, on dira que en fait le x, il suit une loi normale, parce que les tailles de melon là, ils sont pas répartis n'importe comment. Donc ici, x suit une loi normale. Donc c'est comme la loi de Bernoulli, sauf que là, c'est la loi normale. Alors on appelle ça normal parce qu'il y a beaucoup de choses qui suivent une loi de ce type-là. Donc quand on a une distribution en cloche comme ça, on se dit que c'est quelque chose de normal, donc c'est la loi normale. Mais il y en a plein d'autres, il y en a une qu'on a déjà vue d'ailleurs, mais on en parlera dans le cours après. Donc une loi normale, on dit de paramètres. Donc il y a deux choses à donner pour les paramètres d'une loi normale. Comme la loi de Bernoulli, il y avait deux paramètres, c'était le petit n et le petit p. Là, les paramètres de la loi normale, ce sera sa moyenne, donc mu égale à 1, et son écart type, donc ici sigma,
égale à 0,1. Sauf qu'on met souvent au carré. On dit sigma carré égale 0,1 au carré plutôt. Bon, c'est comme ça. C'est parce que sigma carré, en fait, c'est la variance. Alors, comme pour la loi de binomial, c'est possible d'abréger. Donc, on écrira x suit la loi normale, donc avec un n un peu calligraphié, hein. Donc, deux paramètres, 1 et 0,1 au carré. Et quand on écrit ça, bah ça c'est la moyenne, et ça c'est l'écart-type. Alors juste très rapidement, oui on va finir l'étude quand même. Donc question 10, comment est-ce qu'on pourrait retrouver le résultat de la question 8? Donc question 8 c'était que vaut la probabilité que x soit plus grand ou égal à 1,1. Alors avec la calculatrice, en fait, il va falloir lui donner des bornes à notre intervalle. Donc les paramètres 0,1 et 1, ça reste les mêmes, ça on n'y touche pas. Par contre, on va pas mettre 0,85 et 0,95, mais là, on est obligé d'en donner deux. Bon, je donne la réponse pour aller plus vite. Mais ici, donc, on va calculer en fait la probabilité. Donc c'est pas égal, c'est environ égal. Parce on pourra que s'en approcher. Mais donc si on veut que x soit plus grand que 1,1, si je vais mettre un égal quand même avant, puisqu'en fait l'intervalle dans lequel sera le x, ce sera l'intervalle, donc si on veut x plus grand que 1,1, c'est entre 1,1 et plus l'infini. Sauf qu'on n'a pas de touche plus l'infini sur la calculatrice, donc on peut pas dire, on peut pas mettre norme CD de 1,1 et plus l'infini, ça marche pas. Sauf qu'on va, enfin à la place de plus l'infini, on va mettre un nombre très très grand qui fera office de plus l'infini. Donc c'est pour ça que je vais mettre environ ou égal, puisque finalement ça va être quasiment la même chose que la probabilité que x soit entre 1,1 et pour avoir un nombre très grand sur la calculatrice, le plus simple c'est de mettre 10 puissance 99. Là on sait qu'on est très grand, hein, c'est un 1 avec 99 zéros derrière, donc on a de la marge. Puisqu'on sait que finalement après le 10 puissance 99, comme je vous ai expliqué là, votre cloche là, si vous avez 10 puissance 99 très loin là, forcément il n'y a plus grand chose derrière, puisque vous avez une courbe qui est très très proche de l'axe, donc c'est vraiment négligeable ce qu'il y a après. Donc on peut se contenter de 10 puissance 99 à la place de plus l'infini. Alors mettez-le rapidement dans votre calculatrice pour qu'on ait cette probabilité. Donc entre 1,1 et 10 puissance 99. Donc a priori, environ 0,1587, on va dire. Donc en utilisant le 10 puissance 99. Mais vous pouvez voir que si on avait calculé entre 1,1 et quelque chose de plus petit que 10 puissance 99, si on avait mis uniquement 1000 par exemple, le résultat est le même en fait. 1000 c'était déjà assez grand. Il y avait déjà, si le 1000 est par là, il y avait déjà vraiment quasiment rien entre le 1000 et le 10 puissance 99. Donc 1000 aurait suffi. Mais pour être sûr, on met 10 puissance 99 et ça marchera à tous les coups. Là j'ai fait, alors tu vois là, quand on a fait norme CD 0,85, 0,95 et après 0,11 ici, ça c'était pour calculer la probabilité d'être entre 0,85 et 0,95. Là on veut la probabilité d'être entre 1,1 et 10 puissance 99,
Donc tu fais la même chose, sauf que là, on met 1,1 et 10 puissance 99. Et toujours 0,11 puisque notre cloche n'a pas bougé, donc les paramètres restent les mêmes. Donc pour finir, le bilan. D'activité 2. Donc pour étudier des phénomènes aléatoires continus, oui, 0,11, c'est les paramètres de la loi. On en verra d'autres exemples la prochaine fois, mais on a des lois normales, ben, leurs paramètres c'est par exemple 10 et 3. Hein, ça fait une autre cloche en fait. Mais la cloche elle a une autre forme. Euh, mais donc pour la calculatrice, il faut lui donner, puisqu'elle en a besoin pour calculer les paramètres. Mais là, c'était pas, vous ne pouviez pas le deviner tout seul. Enfin, le 1, on peut le deviner tout seul. Par contre, le 0,1, on verra qu'on peut en avoir. Enfin, on verra plus tard comment on fera. Mais a priori, on vous les donne dans les énoncés, là, ces paramètres. Donc, pour étudier des phénomènes aléatoires continus, on fait intervenir une courbe de densité qui nous donnera les probabilités sur des intervalles en calculant l'air sous la courbe. Donc l'allure de certaines courbes est connue, c'est le cas de la loi uniforme ou de la loi normale, et on pourra alors utiliser la calculatrice pour faciliter grandement ces calculs. Alors la loi uniforme, on en reparlera dans le cours après, mais c'est ce qu'on avait dans l'activité 1 quand on avait le tirage au hasard d'un nombre entre 0 et 10. Ben là, tous les nombres ont la même probabilité d'arriver, donc finalement on a une courbe constante. Mais on peut calculer les probabilités en se ramenant à des aires sous la courbe là aussi. Donc on a une loi discrète là aussi avec une fonction de densité. Mais donc ce sera certainement plus clair quand on aura fait le cours. Donc je vous laisse copier ça. Et pour jeudi, je sais plus jeudi ou mercredi. Bon, enfin pour la prochaine fois. Euh, jeudi, ouais. Euh, hum, hum, hum. Euh, donc exercice 4, je vous donne juste un exercice d'annales de bac. Hein. Donc exercice 4, Amérique du Sud, du 23 novembre 2000. Oula. J'ai écrit 2013, mais je pense pas que ce soit 2013. Alors, attendez 2 petites secondes que je regarde. C'est 2017 plutôt. Oui, c'est ça. 2017. Et je vous mettrai la correction de l'exercice qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Alors non, c'est pas pareil. Mais on verra dans le cours la différence. Enfin, vite fait. Là, par exemple, pour le poids des melons, bah, c'est pas uniforme. T'as pas autant de melons qui ont un poids compris entre 0 et 0,2 que de melons qui ont un poids compris entre 1 et 1,2 par exemple. Donc on n'a pas la même probabilité partout. On a une concentration là autour du 1 kg, donc on a une cloche qui apparaît. Par contre, quand on avait la loi uniforme, c'était quand la, la probabilité de chaque intervalle était la même finalement et elle dépendait en fait de leur taille. Et donc on aura en fait une probabilité qui est la même partout. Donc on aura une droite horizontale en fait pour la fonction de densité. Et enfin, pour symboliser le fait qu'on a, enfin pour modéliser le fait qu'on a la même probabilité partout. Donc c'est constant. Mais on ne pouvait pas faire ça pour les melons. Donc ça dépend en fait de la situation.
mais souvent c'est précisé dans les énoncés si on a une loi normale ou une loi uniforme. Sinon, c'est aussi à vous intuitivement, de vous dire est-ce qu'on a plutôt une loi normale ou une loi uniforme, mais il n'y a pas trop, il y a pas beaucoup de risque de confondre les deux. Mais donc on fera le cours là-dessus pour que ce soit plus clair. Voilà, donc si, à moins qu'il y ait des questions, on va pouvoir s'arrêter là. Oui, d'ailleurs, moi j'en ai une question. Du coup, Jamil me demandait si j'étais là en cours à partir de la reprise. Donc moi, a priori, j'aurai pas le choix, donc ce sera oui. Mais juste pour me donner une idée, vous comptez être là en cours ou vous comptez rester chez vous au moment de la reprise? Pas sûr? Ok. Ok, ok, ça marche. Si vous restez chez vous, a priori, vous êtes censé suivre les cours à distance, sauf que je suis pas certain que les profs en mettront. Enfin, je vous avoue que moi, c'est hors de question que je fasse cours en classe et cours à distance en même temps. Enfin, c'est juste pas possible. Donc, je ne sais pas encore comment ça se passera pour ceux qui resteront chez eux. Non, je ne sais pas non plus comment ça se passera pour ceux qui vont venir. Donc, on attend des précisions et puis on verra. Qu'est-ce que tu comprends pas, Juliette? Oui, on verra, hein, on nous dira et puis voilà. Et c'est aussi euh, comment dire, comme vous avez a priori obligation d'aller à l'école ou de suivre les cours jusqu'au 4 juillet pour avoir votre bac, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour ceux qui font cours à distance. Enfin, je vois pas comment c'est possible, sachant qu'on nous parle a priori de mettre des notes même à ceux qui sont chez eux. Enfin bon, c'est pas très clair pour l'instant, mais ça me paraît un peu bizarre pour le moment, donc bon, on verra si jamais. Euh, eh ben oui, c'est ça. Bah, exactement, Juliette, c'est assez. Enfin, je suis d'accord avec toi, c'est très contradictoire, mais ce qui ressort en ce moment, j'ai l'impression, c'est que même ceux qui resteront chez eux, les enseignants sont censés leur mettre des notes. Mais je vois pas comment ça peut être équivalent à des notes en classe, sachant qu'il n'y a pas du tout les mêmes conditions de, euh, de- d'évaluation. Que vous soyez chez vous ou en classe, c'est quand même pas la même façon pour passer. Enfin, c'est quand même pas la même manière de faire passer un devoir. Donc bon, j'attends. On va devoir attendre des précisions. Voilà. Bon bah sur ce, euh, à jeudi. Euh, et donc, je vous mettrai. Ah oui, petit point quand même, euh, petit point oui, sur le DM. Je vous ai mis la correction. Donc, je vous ai normalement envoyé la correction de votre DM par mail avec le mail que vous avez utilisé pour l'envoyer euh, la semaine dernière. Mais donc, je vous ai mis la correction. Donc, regardez-la. Je la mettrai aussi sur Pronote. Euh, et puis comparer avec votre copie pour éventuellement avoir des questions si besoin jeudi. Voilà, bon à jeudi et bonne fin d'après-midi.